Dans cette vidéo, nous allons voir la boucle finie, le pour. Donc définition 8. En algorithmique, on peut être amené à répéter un bloc d'instructions plusieurs fois. La boucle pour permet ceci. En langage naturel, ça va donner pour grand I allant de 1 à grand N, faire, on va mettre les instructions, on finit le pour. Alors ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, on va prendre l'indice I ici. Et si je fais par exemple pour I allant de 1 à 3, on va faire pour une première étape les instructions. Puis on va passer de 1 à 2. Donc on va faire la deuxième instruction, la deuxième étape. Puis si on va donc de 1 à 3, on va faire une troisième fois les instructions. Donc ça permet de répéter plusieurs fois des instructions. Et c'est nous qui choisissons quand ces répétitions se terminent. En langage Python, le pour va se traduire par for, donc comme en anglais, mais il va y avoir un piège, puisqu'on va utiliser la fonction range, qui s'utilise de la manière suivante. Donc on vous dit, on veut aller pour I allant de 1, donc ici on va mettre 1, à grand N. Et là, vous voyez qu'on met cette fois grand N plus 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Python, la fonction range se comprend de la manière suivante. Le 1 ici, ça va être finalement un crochet fermé. Donc, on va prendre le 1. Jusqu'à n plus 1, en fait, crochet ouvert. Donc, imaginez une sorte d'intervalle avec que des entiers dedans. Comme n plus 1, on a un crochet ouvert, en fait, on s'arrête finalement à n. Donc, voilà comment fonctionne la fonction range. Donc, ainsi, on répétera n fois les instructions contenues entre le faire et le fin pour. Donc, quelques remarques. Grand I peut être remplacé par n'importe quelle lettre. Donc, vous pouvez mettre un I minuscule, mais vous pouvez mettre aussi K, vous pouvez mettre n'importe quelle lettre. Grand I peut commencer par une autre valeur que 1. On peut utiliser donc ce I-là dans le bloc d'instruction. Ça ne posera pas de problème. Donc, je vous ai écrit ici la remarque qui est assez importante. Attention, en langage Python, à la fonction range, il ne faut pas oublier de rajouter 1. Comme à chaque fois, on n'oublie pas les deux points. L'indentation, donc comme pour le si, se fait automatiquement quand vous mettez les deux points sur Python. Il est obligatoire. On supprime l'indentation pour sortir de l'instruction conditionnelle et poursuivre l'algorithme. Donc d'ailleurs, c'est pas pour sortir, c'est pour sortir de l'instruction tout court. Donc pour sortir de la boucle, on va mettre et poursuivre l'algorithme. Et de manière générale, l'instruction pour k variant de D à A se traduit en Python par for k in range D A plus 1. Donc vous voyez, si je commence par un autre nombre que 1, je vais mettre D ici, mais quoi qu'il arrive, je rajouterai plus 1 ici. Alors on n'est jamais mieux servi que par un exemple. Donc voyons l'exercice E1. On vous dit un village compte aujourd'hui 2300 habitants. Le village étant en pleine croissance, sa population augmente chaque année de 150 habitants. On souhaite élaborer un algorithme donnant le nombre d'habitants de ce village dans n années. On va donc devoir répéter n fois l'instruction ajouter 150 à la population. Donc, toutes les années, on va rajouter 150. Donc on a besoin, pour ce faire, de la boucle pour. Donc, l'algorithme en langage naturel. Premièrement, on va demander le nombre d'années. Et ce nombre, on va le stocker donc, dans la variable grand N. Donc je vous rappelle, c'est comme ça qu'on demande à l'ordinateur une valeur. Alors bien sûr, on pourrait aussi faire une fonction, mais là, on n'en est pas encore là.
Ensuite, on va initialiser, donc par exemple, une variable P pour population, et on lui met la valeur initiale 2300, puisqu'au départ, on démarre à 2300 habitants. Ensuite, on va dire pour K variant de 1 à grand N, ça signifie quoi? Ça signifie que on va avoir la première année, la deuxième année, jusqu'à l'année que vous avez mis, enfin jusqu'au rang de l'année que vous avez mis ici. Ensuite, on va vouloir ajouter 150 à chaque fois la population précédente. Pour ce faire, je l'ai déjà expliqué, cette façon de faire, vous allez prendre la variable P et vous allez dire, la variable P prend la valeur qu'il y a pour l'instant dans la variable P à laquelle on rajoute 150. Et ça, cette instruction donc, va être répétée n fois. Cette instruction va être répétée n fois. On finit la boucle et on affiche le résultat, donc affiché P. On nous demande de faire fonctionner l'algorithme et de compléter le tableau suivant pour n égale 4. Donc, au départ, qu'est-ce qu'on met dans la valeur grand N? On veut 4. Donc, on va mettre 4 ici. Donc, l'ordinateur va demander la valeur de N. On met 4. P vaut 2300. Et on vous dit première étape. Dans la première étape, à P, on lui met P plus 150. Donc, P avait 2300 avant la boucle. On lui rajoute 150, on a 2450. On est là. On retourne ici. Et on est maintenant dans la deuxième étape. La deuxième étape, donc K devient 2 du coup, et on rajoute 250. Du coup, vous avez 2600. Mais on n'a pas terminé puisqu'on veut aller jusqu'à n égale 4. Donc, on arrive ici. K va donc devenir maintenant 3. Et on rajoute encore 150, donc 2750. Mais nous n'avons toujours pas terminé. On arrive à la quatrième étape, donc la dernière étape qui nous intéresse. Et on rajoute 150, ce qui fait 2900. Donc je répète, au départ, avant la boucle, P vaut 2300. On arrive dans la boucle, on nous demande d'abord de faire la première étape. Donc quand on vous dit un K variant de 1 à N, ça varie par rapport à des entiers. Donc ça va devenir 1, 2, 3, jusque 4 ici. Donc première étape, on fait ce calcul. Au départ, on avait 2300, donc 2300 plus 150, 2450. K n'a pas terminé de varier, donc K devient ensuite 2. On fait encore les calculs, etc. Jusqu'à le N qu'on a donné. Et le N ici, c'était 4. Maintenant, exercice 2. Pour essayer de comprendre comment fonctionne la fonction range. Donc, quand on vous dit pour K allant de 2 à 6, faites attention. Ça s'écrit for K in range 2, 7. Et par contre, les valeurs prises par K, c'est pas ici qu'il faut regarder, c'est là. Donc, on a 2, 3, 4, 5, 6. Pour K allant de 5 à 10. Donc, je vais copier ça. Donc, on démarre à 5. Et le 10, on va lui rajouter 1, ça fait 11. Par contre, ici, les valeurs qu'on va prendre, ça va être 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, maintenant, comment on traduit ça? For K in range 1, 9, c'est toutes les valeurs de K. Donc, toutes les valeurs de K qui démarrent à 1, mais par contre, qui se terminent à 8. Alors, je ne vais pas le noter ici, mais là, les valeurs, donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, de la même manière ici, for K in range 3, 8.
Donc for k in range 3, 8, ça va commencer à 3. Par contre, ça se termine à 7. Donc ici, on va écrire 3, 4, 5, 6, 7. Pour k allant de 0 à 5. Donc pour k allant de 0 à 5, on démarre à 0 et on n'oublie pas d'aller jusque 6. Donc ici, vous mettez 0, 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, quand on démarre à 0, il y a une autre façon d'écrire. Et cette autre façon, c'est qu'on n'est pas obligé d'écrire le 0. C'est-à-dire que si vous écrivez for k in range 6, on comprend directement qu'on veut aller de 0 à 5. Donc ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5, comme j'ai dit tout à l'heure. Du coup, si vous avez compris ici, for k in range 7, on va aller de 0 à 6. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour terminer, pour k allant de 1 à 3, on démarre à 1. Donc là, on est obligé d'écrire le 1. Et ça va faire for k in range 1, 4. Mais ici, vous mettez 1, 2 et 3. Donc j'espère que cet exercice vous a permis de bien voir qu'il fallait faire à chaque fois plus 1 ici. Quand on passe à Python. Exercice 3. Madame économe effectue un unique virement de 20 000 € sur un livret d'épargne. Le capital est augmenté de 100 € par an par le versement d'intérêts. Complétez l'algorithme suivant afin qu'il affiche le capital disponible sur le livret dans 15 ans, puis le traduire en Python. On a besoin donc d'abord de connaître le capital de départ. Le capital de départ, c'est 20 000. Donc vous mettez ici 20 000. Ensuite, vous allez dire pour k variant, alors vous voyez que j'ai pris la lettre K et je n'ai pas pris la lettre I, ça ne change rien. Donc pour k variant de 1 à... Donc on a dit qu'il affiche le capital disponible sur le livret dans 15 ans, donc à 15. Ensuite, on va faire un petit décalage. Alors, en langage naturel, le décalage n'est pas spécialement obligatoire maintenant. Prenez l'habitude de le faire tout de même. Et donc au capital, on prend le capital précédent, auquel on lui rajoute à chaque fois 100 €. Donc C prend la valeur C plus 100. On a fini le pour, donc on fera ça en 15 fois. On fera ce calcul 15 fois. Et à la fin, on veut afficher la valeur du capital, ce qui veut dire que ça va vous donner la valeur du capital après 15 ans. Alors, en Python, qu'est-ce que ça donne? Donc, je vais faire comme d'habitude. Je vais prendre ici Python. Je vais zoomer. Et donc, on veut donner 20 000 à C. Donc, C égale 20 000. Ensuite, pour k variant de 1 à 15, ça s'écrit for k in range. Vous mettez les parenthèses. Vous démarrez à 1. Par contre, faites bien attention. Vous n'oubliez pas de rajouter 1 à 15. Donc, ça fait 1, 16. Comme pour le si ou pour les fonctions, on met 1, 2 points pour faire l'indentation. Ensuite, on dit grand C égale C plus 100. Le fin pour ne s'écrit pas. Pour écrire un fin pour, on enlève le décalage. Et afficher, je vous rappelle que c'est la fonction print. Donc, afficher C. Maintenant, on va lancer le programme et vous obtenez 21 500. Ce qui paraît logique, hein, puisqu'on augmente de 100 € chaque année. Comme on augmente de 100 € pendant 15 ans, vous me faites 15 fois 100, ce qui fait 1500. Et 1500 fois 20 000, ça fait 21 500. Donc, quelle est la somme disponible au bout de 15 ans? 21 500. Alors, au passage, vous verrez en classe de première que lorsque
un capital, lorsqu'une valeur, on l'augmente chaque année d'une même somme, vous verrez que l'on a ce que l'on appelle une suite arithmétique. Donc lorsque, pour passer d'un terme au suivant, alors c'est même pas forcément chaque année d'ailleurs, lorsque pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours le même nombre, c'est ce que l'on appellera une suite arithmétique. Mais je vous laisse découvrir ce chapitre en classe de première. Exercice E4. Donc cette fois-ci, Madame Économe effectue un virement de 3 000 € sur un livret d'épargne. Chaque année, le capital est cette fois augmenté de 3%. Complétez l'algorithme suivant afin qu'il affiche le capital disponible sur le livret dans 5 ans. Donc, au départ, nous avons un capital de 3 000 €. Donc, je mets 3 000. Ensuite, on va dire pour k variant de 1 à, donc, on veut 5 ans, donc de 1 à 5. Et cette fois, attention, quand on fait une augmentation de 3%, augmenter de 3% revient à multiplier par 1,03. Donc, n'oubliez pas la partie du chapitre sur l'évolution. Donc, ça fait C fois 1,03. Donc, ce 1,03 correspond à une augmentation de 3%. C'est le coefficient multiplicateur. Donc, on sort du pour et à la fin, on affiche le capital. Bon. Et donc, on va faire la programmation Python. Donc, on a dit au départ, le capital est de 3000, donc je mets 3000. On veut aller de 1 à 5, donc ici, on ne va pas mettre 5, mais 6. Donc, 5 plus 1. On augmente de 3%, donc on multiplie à chaque fois par 1,03. Mais attention, la virgule, ce n'est pas une virgule, mais un point. Donc vous voyez bien, quand je mets la virgule, il me montre ici qu'il y a un problème. Donc vous n'oubliez pas que la virgule, c'est un point. Donc 1,03. Et on affiche C. À la fin, au bout de 5 ans, le capital est d'environ 3478. Alors vous voyez que cette fois, le capital est augmenté de 3%, c'est-à-dire que pour passer d'un terme au suivant, donc pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par un même nombre. Et bien lorsque pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par un même nombre, vous verrez en classe de première que l'on a cette fois une suite géométrique. Donc, lorsque pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours le même nombre, on appellera ça une suite arithmétique. Lorsque pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par le même nombre, on appellera cela une suite géométrique. Et vous aurez tout le loisir de voir ça en classe de première. On continue. En 2016, les rejets polluants d'un groupe industriel sont évalués à 5000 tonnes. Le groupe est contraint de réduire ses rejets polluants de 8% chaque année, jusqu'à ce que ceux-ci ne dépassent pas 2000 tonnes annuelles. On suppose que ce groupe respecte ce plan de réduction. Première question intermédiaire. Pour quelle valeur est multipliée la quantité de rejets polluants chaque année? Donc vous avez ici, le groupe est contraint de réduire, donc le mot, ici vous avez réduire, ces rejets polluants de 8%. Donc vous allez dire diminuer de 8% revient à multiplier par 1 moins 8 sur 100, ce qui est égal à 0,92.
Maintenant, on va pouvoir compléter l'algorithme. Donc, compléter l'algorithme afin qu'il affiche la quantité de rejets polluants du groupe au bout de n années. Donc, on va mettre n avec un point d'interrogation dans n, c'est-à-dire on va vouloir que l'ordinateur nous demande le nombre d'années qui nous intéresse. Ensuite, le nombre de rejets de départ est de 5000 tonnes. Donc ici, vous mettez 5000. Ensuite, vous allez aller pour k allant de 1. Et cette fois, attention, on n'a pas la valeur explicitement donnée, donc on dit de 1 à n. On fait un petit décalage. Et on dit que R évolue comment? R évolue en faisant R multiplié par le coefficient multiplicateur, donc 0,92. Fin pour, et à la fin on affiche le rejet. Comment on fait ça en Python? Donc première chose, on va mettre n égale, alors on va se poser la question, un nombre d'années est-ce un flottant ou un entier? Le nombre d'années est un entier, donc on va mettre int input, donc vous allez écrire par exemple nombre d'années. Donc ensuite, c'est passé mes grands R. Grand R vaut 5000. Pour k variant de 1 à n, donc for k in range 1, et le n, on va prendre n et on va lui rajouter 1. De la même manière, donc R va prendre R fois 1,92. Attention à la virgule, c'est 0,92. Et vous affichez la valeur de R. On nous demande de faire tourner l'algorithme pour les valeurs suivantes. Donc quand on veut 2 années, vous avez 4232. Donc vous n'êtes pas, il me semble qu'on veut être en dessous de 2000. Donc on n'y est pas. Donc ensuite 6. Donc moi je ne remplirai pas le tableau. Je vous laisse remplir le tableau. Donc 3030, à peu près 3032, ce n'est pas suffisant. À peu près 2566, ce n'est pas suffisant. À 11, on est en dessous. Donc à 11, on est en dessous. On peut vérifier si à 10, on est en dessous. À 10, non. Donc c'est à partir de 11 années. Donc, il faut attendre 11 années pour que les rejets polluants ne dépassent pas 2000 tonnes annuelles. Alors au passage, vous voyez que pour passer d'un terme au suivant, on multiplie ici toujours par un même nombre. Donc ici, on aurait une suite géométrique. Ensuite, en prévision d'une course de vélo, Fanny suit le programme d'entraînement suivant. Sur 12 samedis, elle parcourt 25 km le premier samedi, puis elle augmente chaque semaine de 11 km la distance parcourue. Calculez la distance D parcourue le deuxième samedi, puis la distance totale T parcourue au bout de 2 samedis d'entraînement. Donc il faut bien comprendre l'énoncé. Donc on va le faire. Alors, hop. Donc la distance D le deuxième samedi. Donc on va prendre la distance du premier samedi. Au départ, elle en a 25, auquel elle rajoute 11. Donc vous obtenez 36. Et la distance parcourue au bout de 2 samedis, c'est la première distance
donc 25, plus la nouvelle distance, donc 36. Donc vous obtenez ensuite 61, donc kilomètres à chaque fois. Kilomètres. On vous demande de créer un algorithme qui permet d'afficher la distance totale T parcourue au bout de 12 semaines d'entraînement. Donc on va initialiser au départ la distance. Donc la distance au départ est de 25. Ensuite, on va initialiser aussi le total. Au départ, c'est pareil. Au départ, la distance totale est de 25. Donc une fois au tout début, la distance parcourue est de 25 et la distance totale est donc de 25. On va donc dire que pour k variant de 1 à 12, puisqu'on veut au bout de 12 semaines. Alors, comment on fait évoluer la distance? La distance, on lui ajoute à chaque fois 11. Donc, D plus 11. Bon, là, je vais avoir en italique. Je ne vais pas remettre tout en italique, mais c'est la même variable D. Et par contre, le total, comment on fait? Pour faire le total, on a fait quoi? On a fait la première distance, donc le total ici. Alors, vous allez faire l'ancien total auquel vous ajoutez la nouvelle distance. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a initialisé le total à 25. Alors, si vous n'en êtes pas convaincu, on va faire un exemple ici. Donc, la distance, elle est de, du coup, 36 ici. Donc, à la première étape, elle est de 36. Et la distance totale, on va prendre le 25 ici, plus la nouvelle distance, 36. Et vous voyez bien qu'on obtient bien le 61 qu'on a trouvé ici. Donc c'est pour ça qu'ici, on a besoin de deux variables D et T, et qu'on doit initialiser la distance totale au départ par 25. Ça va à chaque fois faire ensuite, deuxième étape, on va rajouter encore 11, donc 36 plus 11, 47. Et donc du coup, alors je vais faire, voilà. Et donc du coup, la distance totale, ça va être, donc là on est au troisième samedi. La distance totale, ça va être les 61 km qu'on a déjà fait, donc ce qu'il y a dans le T, auquel on ajoute la nouvelle distance parcourue. Vous obtenez 108, etc. jusqu'à la fin des 12 semaines. Et à la fin, nous, ce qu'on veut, c'est afficher la distance totale, donc afficher T. Donc voilà. Bien sûr, vous ne marquez pas cet exemple, vous le marquez au crayon de papier. Donc Python. On va mettre D égale 25. Qu'est-ce qu'il y a? D égale 25. T égale 25. Ensuite, for kind range, vous n'allez pas mettre 12, mais 12 plus 1, c'est-à-dire 13. Vous allez dire que la distance devient la distance plus 11. La distance totale, c'est l'ancienne distance totale plus la nouvelle distance. Et à la fin, vous voulez afficher la distance totale.
à la fin, vous obtenez 1183. Donc, au bout de 12 semaines, Fanny aura parcouru 1183 km. Alors, au passage, on va pouvoir créer une fonction qui va, nous permettre de répondre à une question bien plus large. Regardez ce qui va se passer. Imaginons, je crée une fonction vélo. Donc, je crée une fonction vélo avec les paramètres, avec le paramètre suivant. C'est-à-dire que je veux la distance de départ et le nombre de semaines qui m'intéresse. Donc le nombre de semaines, je vais mettre S. Je ne vais pas prendre, la distance totale ne m'intéresse pas. Ensuite, donc du coup, je vais là initialiser la distance totale. Puisqu'on ne l'a pas. La distance totale, ça va être égal à D. Au début, la distance totale, c'est égal à D. D'ailleurs, ici, j'aurais pu dire, au lieu de mettre T égale 25, j'aurais pu dire T égale D. Ensuite, c'est ici que je vais rentrer dans le for. Donc, je vais faire for k in range. Donc, je démarre à 1. Par contre, je vais jusque le nombre de semaines plus 1. J'oublie pas les deux points. D devient D plus 11. Et ici, T égale T plus D. Et pour terminer, je sors du for et je vais retourner T. Mais plus j'y réfléchis, plus je me dis on va même pouvoir aller plus loin. On va mettre K pour kilomètre. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 11 ici, on va mettre D plus K. Normalement, ici, ma fonction est complète. Vous allez voir comment va fonctionner cette fonction. Donc, je vais mettre vélo. La première chose que je vais mettre, c'est la première distance qu'on a fait. Imaginons qu'elle ait fait 15 km en premier. Ensuite, imaginons que chaque semaine, elle fasse 10 km en plus. Donc 10. Et ici, pendant combien de semaines? On va dire pendant 10 semaines. Et si Fanny a commencé le premier samedi à faire 15 km, qu'elle rajoute 10 km par samedi, et que ça dure 10 semaines, elle aura parcouru 715 km. Du coup, vous avez créé ici une fonction où il suffit de donner en paramètres la distance de départ, le nombre de kilomètres et le nombre de semaines. Voilà comment on passe d'un algorithme brut à une fonction. Ensuite, exercice E7. Donc, exercice E7, on vous dit. Pour commencer, nous allons nous intéresser au lancer d'une pièce en considérant que pile correspondra au chiffre 1 et face au chiffre 0. Ainsi, on cherche à tirer aléatoirement un 0 ou un 1. Indiquez ci-dessous la commande utilisée sur Python pour obtenir ce nombre aléatoire. Alors là, bien évidemment, on ne l'a pas encore vu, donc je vais vous donner cette commande-là. Donc la commande qu'on va utiliser, ça va être rand int, donc rand pour random, int pour on veut un nombre aléatoire entier. Alors je ne mets pas de R majuscule, entre 0 et 1. Donc ça, cette commande-là,
vous donne un nombre aléatoire entier entre 0 et 1. Donc si vous voulez un nombre aléatoire entier entre 1 et 6, vous mettez un 6 par exemple. Ensuite, on vous dit faire 10 simulations et compter le nombre de piles obtenues. Alors là, je vous laisse prendre une pièce et faire la simulation. Donc vous faites la simulation sans ordinateur, prenez une pièce et vous comptez le nombre de piles. Alors moi, ça, je ne vais pas le faire. Petit 3, on cherche à faire de même pour 500 simulations. Vous imaginez bien que là, cette fois, les 500 simulations, je ne vais pas les faire moi-même. On vous dit de compléter l'algorithme ci-dessous qui permet de simuler 500 lancers de pièces et de compter le nombre de piles. Alors, on va vous dire qu'au départ, le compteur, donc je vais prendre C comme variable pour le compteur. Donc le compteur au départ est à 0. Ensuite, je vais dire pour K. Donc pour K allant de 1 à 5000, puisqu'on veut 1 à 500, excusez-moi, parce qu'on veut 500 simulations. P va prendre un nombre aléatoire, donc on va créer une fonction, on va l'appeler aléatoire. Donc on va vouloir un nombre aléatoire entre 0 et 1. On va l'appeler entier-aléatoire. Alors là, c'est clairement une fonction que je crée en langage naturel, du moment qu'on comprend ce que ça signifie. Donc entier-aléatoire, donc entre 0 et 1. Et on va dire, si P est égal à 1, mais attention, donc si P est égal à 1, alors on fait encore, alors ici il n'y a aucune raison qu'il y ait un décalage, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait un décalage ici, ah si je dis une bêtise, il y a, alors c'est plutôt, donc il y a le pour, donc je fais un premier décalage, donc là j'ai le même décalage, et ensuite j'ai un autre décalage, voilà. Pour P égale 1, alors le compteur, on va lui rajouter 1. Et pour dire qu'au compteur, on lui rajoute 1, on va prendre le nouveau compteur égale l'ancien compteur auquel on ajoute 1. Et à la fin, on affiche le compteur. Donc on va programmer cet algorithme. Et regardez comment je vais commencer l'algorithme. Je vais mettre from, donc from lycée, donc from lycée import étoile. Alors la dernière fois, j'avais utilisé comme bibliothèque math. Je ne suis pas certain, on va l'essayer tout à l'heure. Je ne suis plus certain que la fonction roundInt soit dans math. Donc on verra tout à l'heure. Bon bah maintenant, on fait ce qui nous intéresse. Donc c égale 0. Ensuite for k in range. Donc on démarre à 1 jusqu'à 500. Donc 501 qu'on met pour Python. Deux points, nous avons bien le décalage. Ensuite, si je vous rappelle, ça s'écrit if. Donc si P égale 1, mais en langage Python, on ne peut pas faire un test avec seulement le signe égal. Donc on met égal égale 1. On met deux points, ça nous recrée un décalage. C égale C plus 1. Et ensuite, on a fini le si. On a fini le pour et on affiche le compteur. Donc, et vous lancez. Alors j'ai totalement oublié. Oui, bah forcément, j'ai pas défini P. Donc j'ai oublié de faire P égale. Donc j'ai dit P égale roundInt 0, 1. Voilà, maintenant il va savoir qui est P. Donc on lance le programme
Et là, ça vous dit, donc vous regardez un module lycée actif, et ça vous dit qu'on en a 240. Relançons le programme, puisque là, on est sur du aléatoire. Là, cette fois, on en a 247. Refaisons des simulations. On en a 255. 243, etc. Bon, imaginez que quand vous lancez une pièce, vous avez normalement la probabilité d'avoir pile est une chance sur 2. Enfin, 1 sur 2. Bah là, vous voyez bien qu'on se rapproche quand même. Hein. On a 240 sur 500, 247 sur 500, 255 sur 500, 243 sur 500. Donc, on a une fréquence d'apparition qui se rapproche tout de même de la probabilité souhaitée. Alors maintenant, on vous dit modifier l'algorithme précédent pour simuler n lancers de pièces où n est entré par l'utilisateur et le traduire en Python. On va le faire. Ici, on va mettre n plus 1, mais avant de faire ça, il faut appeler n. Donc L égale int input. Donc on va mettre nombre de lancers. Et normalement, ça devrait aller. Donc, je vais mettre par exemple 5000 lancés. Et si je fais 5000 lancés, j'ai 2519 pile dans ma première simulation. Donc, je remets 5000. Et là, j'en ai 2548, etc. On vous dit quelle est la fréquence d'apparition du pile. Bah, ça, on peut le faire aussi si on veut afficher la fréquence. Au lieu de faire afficher C, on va faire afficher C sur grand N, c'est-à-dire le nombre de piles divisé par le nombre de lancers. Donc on refait 5000 lancers, vous obtenez à peu près, voilà, à peu près 0,5. On va encore... Oups. Donc voilà, on a toujours à peu près 0,5, ce qui est la fréquence d'apparition. Donc vous verrez durant l'année un chapitre sur l'échantillonnage qui permettra de bien, de bien contextualiser avec des mots mathématiques ce que l'on vient de faire. Alors maintenant, rien ne nous empêche ici de créer ce que l'on a fait en fonction. Donc au lieu de mettre ça, on va faire def, donc def lancer. En paramètre, on va mettre n. On n'oublie pas les 2 points, mais du coup, tout va se décaler. Voilà. Il y a l'air d'avoir des problèmes dans... Voilà. Voilà. Je sors du if. Je sors du for. Et là, je vais mettre return. Et donc là, je viens de créer une fonction lancée, où je vais mettre lancer 5000. Donc pas ici, décidément. Donc, je vais relancer ma fonction. Ici, je mets lancer 5000. Et vous avez directement ce qui nous intéresse. Donc on peut le relancer très rapidement comme ça. Voilà, nous venons de faire un programme, donc une fonction de simulation de lancer qui peut être intéressant. Alors je vais juste essayer de mettre math. Donc si je mets math, voyons voir si il se lance.
Alors c'est pas avec, il n'y a pas de S apparemment. Voilà. Donc ça ne fonctionne pas. Donc dans la bibliothèque math, on n'a pas round int, donc on prend la bibliothèque lycée. Donc ça, hein, c'est des choses qu'on ne vous demande pas d'apprendre par cœur. Bien évidemment, on vous donnera cette information. Donc je refais ça, et là ça fonctionne. Voilà. C'est ainsi que se conclut cette vidéo sur la boucle pour.